l'histoire, comme on l'a dit, le thème de la chirurgie, c'est tout ce qui est surtout arrivé depuis les années 45, parce que c'est notre histoire. Cette histoire n'a pas été encore écrite, cette période de la médecine. Eh bien, à nous de l'écrire, à nous de faire des conférences et de l'écrire, si vous voulez bien. Voilà, donc, sans plus tarder, nous présentons donc Aris Kerian, qui va nous parler de la chirurgie cardiaque, l'histoire de la chirurgie cardiaque, qui a pratiquement débuté avec lui. Donc, il est vraiment très au cœur, c'est le cas de dire, de cette histoire. Bon, Philippe Harley dit un mot, bien sûr, la qualité. Merci d'être venu. Donc, je vais vous parler de l'histoire de la chirurgie cardiaque. Alors, on peut considérer que la chirurgie cardiaque est née il y a environ une cinquantaine d'années. Avant cette période, envisager de toucher le cœur, c'était impensable, car depuis Aristote et Hippocrate, le cœur était considéré comme le siège de l'âme. Et pour les chirurgiens, c'était vraiment un tabou de vouloir toucher le cœur. Mais ce tabou va être rapidement bousculé. Il va y avoir, jusqu'au XVIIIe siècle, on ne connaissait pas du tout les maladies cardiaques. C'est à partir du XIXe siècle qu'on commence à connaître un peu les pathologies cardiaques, et ceci par des confrontations anatomocliniques depuis qu'on avait autorisé les autopsies. Et à partir donc, et vers la fin du XXe siècle, il va y avoir des bouleversements très importants, des innovations importantes, ce qui va lancer cette chirurgie. Alors, il y a d'abord, la chirurgie a commencé, on peut le dire, avec Alexis Carrel, un Français qui était expatrié aux États-Unis, prix Nobel de médecine. C'est lui qui a inventé pour la première fois les sutures vasculaires. Et c'est lui qui a pratiqué pour la première fois des transplantations rénales sur des chiens, et il pratiquait les transplantations sur le cou des chiens. Et il a été aussi le premier à démontrer qu'un cœur de poulet placé dans un milieu nutritif pouvait se contracter pendant plusieurs années. Donc, l'idée de conservation d'organes était née. Ensuite, on a eu la mise en place du cathétérisme cardiaque. C'est en 1929, M. Forsman, qui a réalisé le premier cathétérisme cardiaque sur lui-même. Il a introduit un cathéter dans une veine du bras et il a suivi ce cathéter jusqu'aux cavités cardiaques. Mais c'est 20 ans plus tard que M. Cournant, encore un Français expatrié aux États-Unis, qui va généraliser le procédé. Il va pratiquer des injections de produits de contraste dans le cœur et il va étudier les anomalies des valves cardiaques en prenant aussi des pressions dans les cavités. Ensuite, il va y avoir d'autres progrès très importants qui vont bouleverser cette chirurgie, en particulier la réanimation post-opératoire, coronarographie, échographie, scanner, IRM, etc. La chirurgie cardiaque peut être divisée en 3 périodes. Une période extracardiaque avant 1948, une période intracardiaque entre 1948 et 1956 avec des objectifs très limités, et enfin une 3e période avec la circulation extracorporelle, CEC. Alors, c'est intéressant de signaler que c'est en 1810, le docteur Larrey, chirurgien de Napoléon, qui a pratiqué pour la première fois une ponction dans le péricarde en mettant en place un cathéter pour une hémorragie. Le malade est décédé, mais l'idée était bonne.
Et en 1893, à Chicago, M. Daniel Williams va se trouver devant un garçon de 13 ans qui avait reçu un coup de couteau. Il va faire une petite thoracotomie et il va constater que ce n'était pas le cœur, mais c'était l'artère mammaire interne qui saignait dans le péricarde. Il va faire donc la suture et l'enfant sera guéri. Il a réalisé cette opération dans une pièce de cuisine avec du chloroforme. En 1896, c'est Ludwig qui va être amené à toucher pour la première fois le cœur. Il y avait un jardinier, M. Justus, qui était complètement ivre. Il sortait d'un bar et en sortant, il a été l'objet d'une rixe qui l'a blessé avec un couteau de cuisine. Il est tombé par terre, il y a les policiers qui y sont passés, ils ont constaté que ce jardinier continuait à respirer. Ils ont dit on va l'amener à l'hôpital. C'était à Francfort. Et à Francfort, c'était Ludwig Renn qui était le chirurgien. Ludwig Renn, devant ce cas, il se pose des questions, il se dit je vais tenter quelque chose. Il fait une thoracotomie, il ouvre le péricarde, un flot de sang coule immédiatement et le cœur reprend ses battements. En examinant bien, il constate l'existence d'une plaie sur le cœur de 2 cm. Il met le doigt dessus pour colmater la brèche et il fait une suture aux 4 gouttes avec une aiguille de reverdin. L'enfant était sauvé et ça va être un tournant dans l'origine de la chirurgie parce que pour la première fois, quelqu'un avait osé toucher le cœur. Et désormais, le cœur ne sera plus considéré comme un organe tabou. Et en 1939, M. Cross va réaliser pour la première fois la ligature d'un canal artériel chez un enfant qui présentait une endocardite. Alors au début, il mettait une ligature, ensuite on faisait section suture. Et l'enfant est sorti avec succès de l'hôpital. Puis ensuite, on a eu M. Crawford qui a réalisé pour la première fois la correction d'une sténose de l'isthme de l'aorte avec succès. Nous allons passer maintenant dans une deuxième période, et c'est à ce moment-là que le docteur Blalock, un Américain, qui va réaliser pour la première fois une anastomose palliative entre l'artère sous-clavière ici et l'artère pulmonaire. Madame Taussig, qui était cardiologue en cardiologie infantile, avait constaté que les enfants qui étaient atteints de maladies bleues ou maladies de Fallot présentaient une communication interventriculaire et une sténose de l'artère pulmonaire, ce qui rendait l'oxygénation du sang insuffisante. Et c'est Madame Taussig qui demande à M. Blalock, donc pour la première fois, de réaliser une anastomose entre la sous-clavière et l'artère pulmonaire pour oxygéner le sang de l'enfant. Et pour la première fois, cette opération va être un succès. L'enfant va être sorti de l'auberge parce qu'à l'époque, tous les enfants qui étaient atteints de maladie de Fallot, ils mouraient plus ou moins rapidement. Alors cette opération palliative, pour corriger une autre malformation palliative, va être un succès et il va être répandu dans le monde entier, surtout en Europe. Alors donc,
Alors les enfants rentraient à l'hôpital bleus et après l'opération, ils sortaient roses. Ça va être un retentissement mondial et des charters entiers des États-Unis vont venir chez lui pour la correction de cette maladie de Fallot. Il faut dire que c'est une correction palliative. Ça permet de passer une période transitoire et dans un deuxième temps, avec l'apparition de la circulation extracorporelle, on pourra corriger définitivement ces enfants. Donc, comme le bruit court un peu partout du succès de cette intervention, le professeur Dallène, en 1947, qui était le chirurgien à l'hôpital Broussais, appelle M. Blalock pour qu'il fasse une démonstration dans son service. Mais M. Dallène ne parlait pas du tout l'anglais. Alors il était un peu embêté. Il va chercher un chirurgien digestif qui s'appelait Charles Dubost et lui demande de l'aider. Et l'opération se passe sans problème. Et plus tard, Dubost dira que Blalock l'avait tellement impressionné qu'il avait décidé d'abandonner estomac et rectum pour se consacrer à cette nouvelle chirurgie. Puis en 1948, c'est le docteur Bellé. Quand il était enfant, il avait 13 ans, il avait vu son père mourir dans les bras de sa mère pour un rétrécissement mitral. Devenu chirurgien, il se dit « Je vais essayer de faire quelque chose pour corriger cette maladie ». Et il opère 3 patients en dilatant l'orifice mitral avec le doigt en passant par l'oreillette gauche. Mais les 3 patients vont mourir. Il va être exclu de son hôpital. On va le considérer comme le boucher, car il avait osé toucher au cœur. Mais quelques mois plus tard, il va aller dans un autre hôpital, il va refaire cette opération et il va publier avec succès quelques cas de correction du rétrécissement mitral. Et ensuite, c'est le docteur Charles Dubost, toujours le même, qui va inventer un dilatateur que vous voyez ici, un dilatateur mécanique qu'il fait rentrer par le ventricule gauche et avec le doigt qui est dans l'oreillette gauche, il va pouvoir dilater l'orifice mitral. Cette technique sera appliquée pendant quelques années, mais sera rapidement dépassée. En 1959, le ministre canadien de la guerre demande au docteur Bigelow d'étudier l'effet de l'hypothermie chez les animaux. Parce qu'à l'époque, l'hypothermie, l'hibernation de certains animaux posait un mystère. Bigelow comprend l'intérêt et l'importance de ces études. Il commence à faire des études sur le chien et il arrive à démontrer que lorsqu'il fait baisser la température du chien jusqu'à 28 degrés, le cœur se met en fibrillation et le chien meurt. Tandis qu'à 30 degrés, il constate que le chien peut ne pas mourir pendant 5 à 10 minutes. Donc cette technique va être appliquée chez l'homme pendant quelque temps, jusqu'en 1962-64. Cette technique consistait à plonger le patient dans une baignoire remplie de glace. Dès que la température du corps atteignait 32 degrés, on le sortait immédiatement et on le mettait sur la table d'opération. On ouvrait le thorax, on clampait 20 caves supérieures et 20 caves inférieures et l'aorte, et en 5 minutes, on réalisait la correction des communications interauriculaires. Et ce procédé a marché pendant
pas mal de temps. Ensuite, ce fut en 1953, le docteur Lila Walter qui a mis au point une technique de circulation croisée pour corriger les enfants atteints de la maladie bleue, maladie de Fallot. Alors la technique consistait à demander à son père ou à sa mère de l'enfant d'être le donneur. Le sang de l'enfant par les veines caves supérieures et veines caves inférieures était prélevé, il allait dans une machine, il était injecté dans la veine fémorale du père ou de la mère, puis le sang artériel oxygéné du père du donneur était injecté dans l'ordre. Il a réussi ainsi à corriger une 45 enfants par cette technique, fermant la communication interventriculaire et corrigeant le rétrécissement pulmonaire. Mais cette technique, à l'époque, c'était un peu acrobatique et c'était dangereux pour le donneur et le receveur. On avait assisté à la survenue pas mal de blocs auriculo-ventriculaires qui posaient des problèmes et parfois des fibrillations ventriculaires. Et c'est Lila qui a mis au point pour la première fois le système de défibrillation du cœur. Ensuite, c'est la période avec CLC, c'est depuis 1955. C'est un Américain, M. Gibbon John, en 1953, qui va mettre au point pour la première fois un appareil cœur-poumon artificiel. Il va aller dans une quincaillerie, il va acheter un tube en plastique, il va acheter des éponges de cuisine pour nettoyer les casseroles, et ensuite il va utiliser comme pompe des pompes qu'on utilisait pour traire les vaches. Et voici donc le cœur-poumon artificiel. Le principe. Alors ici vous avez le cœur, vous avez veine cave supérieure, veine cave inférieure. Le sang est recueilli par gravité, parce que l'appareil se trouve à 1 mètre en dessous. Il est recueilli, il passe ici dans un tuyau. Ici, il y a de l'oxygène qui va oxygéner ce sang veineux. Et ensuite, à l'intérieur de ce tube en plastique, il y a des éponges en aluminium qui vont débuller le sang. Et le sang débulé va passer dans un autre tuyau en serpentin, ici, et grâce à une pompe, il va être injecté dans l'ordre. Donc il va pouvoir corriger les malformations cardiaques diverses. Donc le principe de la CEC, il remplace temporairement le cœur et le poumon. Il existe donc un oxygénateur qui remplace le poumon et une pompe qui remplace le ventricule gauche. Il existe aussi à côté un échangeur thermique pour modifier la température corporelle du patient. Alors en 1955, c'est un élève de Lillehei qui s'appelle De Wolf va simplifier l'appareil de Gibbon et il va mettre au point un appareil cœur-poumon artificiel beaucoup plus simple. Et c'est en 1955, le docteur Lillehei, pour la première fois, va réaliser les interventions à cœur ouvert. Et vous voyez, entre 1955 et 1957, il va publier 350 patients par cette technique. Alors, ça va faire une véritable révolution dans le monde entier. Tous les chirurgiens vont venir chez lui. Il va former plus de 150 chirurgiens du monde entier dans 40 pays différents, en particulier le docteur Chambray, le docteur Barnard et le docteur Cabrol à Paris.
Voilà, donc c'est le docteur Barnard et le professeur Cazot. C'est en 1956 que Charles Dubos, qui était chirurgien cardiaque à Paris, va demander au docteur De Waal de venir à Paris pour réaliser la première intervention à chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Et en 1956, donc, Dubos va réaliser pour la première fois une intervention à cœur ouvert en Europe. Voici les appareillages modernes actuels. Parce qu'autrefois, avec les appareils de Lillehei et de Gibbon, il fallait 3 heures pour installer l'appareillage. On arrivait le matin à 6 heures, on mettait 3 heures pour stériliser les éponges, etc. Et on perdait un temps fou. Alors que maintenant, les oxygénateurs sont des appareils jetables et qu'on peut remplacer en quelques minutes. Puis en 1958, c'est à Toulouse qu'on a réalisé la première intervention cardiaque par le professeur Enjalbert et le professeur Echavarri. Mais après la mise au point de la circulation extracorporelle, la difficulté des 20 dernières années suivantes va être la protection du myocarde. Parce que pendant le clampage aortique, le myocarde n'est pas vascularisé et il s'ouvre. Et à l'époque, on était obligé de déclamper l'aorte toutes les 5 minutes pour revasculariser le myocarde. Et ça compliquait énormément la cure chirurgicale. C'est en 1959, M. Shamway, à San Francisco, à Stanford, il va proposer le glaçage du sac péricardique en mettant autour du cœur de la glace. Ça va améliorer un peu la protection du myocarde, mais c'est surtout à partir de 1975 qu'on va utiliser ce qu'on appelle une solution cardioplégique potassique à 4 degrés, riche en potassium. Cette solution permettait de pouvoir clamper le cœur pendant plus de 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, on réinjectait cette solution dans les coronaires et on pouvait ainsi réaliser des interventions d'une durée d'1 heure à 1 heure et demie. Si l'intervention durait plus longtemps, on avait aussi la possibilité de refroidir le corps par l'échangeur thermique de la machine. Ensuite, on va arriver au remplacement des valves cardiaques. C'est M. Albert Starr, en 1960, qui va être le promoteur de cette technologie. Un jour, il va dans un bar avec des copains un soir et il demande un verre de whisky. Le barman lui sert le whisky, il constate qu'au niveau de la bouteille, il y avait une sorte de valve qui empêchait le liquide de couler davantage. Alors l'idée lui vient de dire « je vais inventer quelque chose pour remplacer les valves cardiaques ». Et il invente une valve avec une cage métallique et une bille en plastique. Il va voir son chirurgien, le patron, qui va les conduire gentiment en disant que son idée était saugrenue et que c'était complètement farfelu. On ne pouvait pas toucher le cœur et surtout les valves. Mais il va persister, il va améliorer sa valve et au bout de quelques mois, quelques années, il va publier 6 cas au cours d'un congrès mondial. Et il y avait le chirurgien qui l'avait conduit. Il demande qui c'est ce monsieur. Il dit c'est le monsieur que vous avez conduit, vous l'avez laissé partir. Alors il était un peu gêné. Et donc cette valve va être utilisée très souvent à l'époque. Vous voyez, en 1967, on a fait plus de 2000 prothèses de Starr qui étaient implantées. Ensuite, on a trouvé d'autres systèmes de prothèses, des prothèses bivalvulaires et des prothèses de Chillet, de Coulet, de Chambray, etc., etc. Mais l'inconvénient majeur de ces prothèses était
ils étaient responsables d'accidents thromboemboliques et qu'il fallait mettre ces malades sous anticoagulants à vie. C'est pour cette raison que d'autres chercheurs ont réfléchi pour éviter ce traitement, et en particulier le professeur Donald Ross de Londres a eu l'idée pour la première fois de remplacer une valve aortique ou une valve mitrale par une homogreffe prélevée chez c'est quelqu'un qui était mort. Et il va réussir à réaliser cette intervention sans problème. Puis, il va y avoir des améliorations de ces prothèses, et en particulier en France, le professeur Carpentier et le professeur Binet vont étudier des hétérogreffes, parce que trouver des homogreffes, ce n'était pas évident. Alors ils vont créer des valves, des homogreffes, des hétérogreffes, pardon, porcines. Et ils vont les conserver au début de la formaldéhyde, ensuite de la glutaraldéhyde. Donc c'était des prothèses qu'on pouvait le mettre dans le placard et on pouvait s'en servir sans problème, alors que la technique de Ross, il fallait aller chercher l'homogreffe chez un mourant et venir le remplacer. C'était trop compliqué. Donc c'est Carpentier qui a été le promoteur de cette technique. Et sa technique a été achetée par les Américains, le laboratoire Edwards, parce qu'en France, il n'a pas trouvé les crédits. Ensuite, c'est toujours le docteur Alain Carpentier qui a mis au point une correction de l'insuffisance mitrale sans mettre en place une prothèse. Vous voyez ici, il sectionnait, il réséquait un bout de la grande valve, il mettait un petit anneau autour et il a réussi à corriger les insuffisances mitrales, donc il n'y avait plus besoin d'anticoagulants ou de traitements annexes. Il faut dire que l'intérêt de ces homogreffes et de ces hétérogreffes, c'est qu'ils ne nécessitent pas de traitement anticoagulant. Mais il y a un petit inconvénient, c'est que ces prothèses biologiques, enfin homogreffes, hétérogreffes, leur durée de vie est moins importante que la durée de vie des prothèses mécaniques. On va arriver maintenant à la chirurgie des coronaires. En 1946, un Canadien, le docteur Winberg, qui a eu l'idée de vasculariser le myocarde en passant l'artère mammaire interne, ici l'artère mammaire interne, dans un tunnel dans le ventricule gauche. Voici l'artère mammaire interne qui est disséquée. Et il a obtenu quelques bons résultats, mais rapidement, il y a eu d'autres progrès, et en particulier en 1962, le docteur Mason Sons va inventer la coronarographie. Et ça va être une véritable révolution. Parce qu'à cette époque, les maladies coronaires, on n'avait ni traitement médical, ni traitement chirurgical. Et 10 ans plus tard, c'est en 1968, un Argentin, le docteur Favaloro, qui va mettre au point la technique des pontages des coronaires en utilisant des veines saphènes internes ou saphènes externes. Il va publier sa technique et ça va faire une véritable révolution également dans tous les centres de chirurgie. Ensuite, dans un deuxième temps, on va utiliser à la place des veines les deux artères mammaires internes pour faire les pontages. Alors, les artères mammaires internes ont un avantage par rapport aux veines, leur perméabilité est supérieure et on peut donc actuellement faire soit des pontages mammaires seuls, soit des pontages hybrides mammaires plus veines, avec de très bons résultats.
Ensuite, c'est en 1977